Avant de commencer, si tu suis la politique africaine et que tu veux des analyses claires, simples et directes, abonne-toi à Flash Afrique. Active la cloche, laisse un like et partage la vidéo. Ici, on informe. On explique. On éclaire. Bienvenue sur Flash Afrique. Globe sur la zone Europe-Amérique feu. L'actualité politique en Côte d'Ivoire connaît un nouveau tournant. L'arrestation de Damana Picasse, figure clé de l'opposition et membre influent du camp pro-Gbagbo, soulève beaucoup de questions et réveille de vieux souvenirs. Pour certains, cette arrestation serait une simple procédure judiciaire. Pour d'autres, elle serait un signal politique, un message, une démonstration de force. Mais au milieu de tout cela, où se trouve la vérité? Quelles sont les raisons réelles derrière cette arrestation? Et surtout, quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'équilibre politique en Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, analyser le contexte, comprendre les enjeux, et donner la parole à ce que beaucoup n'osent pas dire publiquement. Parce qu'en politique, rien ne se produit par hasard. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme d'un fuyard. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à compter de maintenant, tous autant que vous êtes, le Front commun vous appelle. La famille, je demande pardon au président Gbagbo. Oui, parce que le président Gbagbo, il m'a connu en tant qu'un soldat qui est toujours resté dans les rangs. Un soldat qui ne s'est jamais retenu contre son camp. Celui qui n'a jamais attaqué ses responsables politiques. En 2010, c'est pourquoi on a eu à voir cette image-là qui reste culte, déchirée ou pas arrachée, enfin bref. Pourquoi cette image? Que s'est-il passé? Avec le recul aujourd'hui en 2025, comment est-ce que vous arrivez à expliquer cette scène? On repart en 2010 avec l'accord de la régie et on débrief après. Je suis Topa Véi, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur, je suis Damana Picasse, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Merci. Merci, monsieur. Moi, je suis Bamba Yakouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas continué ça. Il faut laisser ça. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Et un certain nombre de régions, nous avons des résultats de certain nombre de régions qui sont rentrées. Dans un certain nombre de régions. Merci infiniment. Alors, monsieur le deuxième vice-président, comment est-ce qu'après le recul, aujourd'hui en 2025, vous appréciez ces images et quels commentaires vous en faites? Merci. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. Avec beaucoup de plaisir. Comment j'apprécie ces événements dans un État qui est dit de droit. Il convient de respecter la loi. Les règles que nous nous sommes souverainement fixées, il suffit de les respecter. Parce que c'est autour de la loi que nous nous comprenons. C'est autour de la loi que la vie s'organise, que les institutions fonctionnent. Tout à fait. Voilà. Et une fois que ce contrat-là est rompu, évidemment, il y a la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Voilà. Donc en 2010, la commission électorale indépendante qui était censée organiser les élections n'a pas respecté les règles que cette commission s'est elle-même fixées, le mode opératoire. Voilà. Et c'est ce qui a entraîné malheureusement ces débordements.
Donc, c'est pourquoi j'insiste sur le respect de la loi. C'est la loi qui fonde la société. En droit, on dit ubis societa, ubis jus. Dès qu'une société naît, le droit s'installe. Tout à fait. Voilà. Et c'est le droit qui régule les rapports entre les citoyens. C'est le droit qui régule les rapports entre les institutions. Voilà. Donc, à partir du moment où on se met à violer la loi, on est en train de porter atteinte à la vie en commune, à la vie communautaire. Donc, c'est ce qui entraîne ce genre de débordement. Le débordement, Voilà. très bien. Et quels étaient justement les points, ou l'un des points saillants qui vous faisait penser qu'à l'époque, ils ont violé la loi pour meilleure compréhension? Oui. Vous savez, lorsque on met fin à la journée électorale, il y a ce qu'on appelle la réunion de la commission centrale pour consolider les dits résultats. La consolidation consiste simplement à vérifier, je dirais, les voix que les candidats respectifs ont obtenues. La consolidation consiste à vérifier si le processus électoral s'est déroulé normalement. Voilà. Et puis, quand on est d'accord sur ça, j'ai dit quelques points, le porte-parole, une fois ces résultats validés, vient et les proclame officiellement, les rend publics. En ce qui concerne le cas de 2010, les élections de 2010, quand on a fini les élections, le porte-parole de la CEI, M. Bamba Yacouba, Oui, tout à fait. voilà, les résultats de la diaspora, c'est-à-dire les élections qui ont lieu en dehors de la Côte d'Ivoire, lorsque ces résultats sont arrivés, tels qu'ils sont arrivés, c'est de cette manière qu'il les a proclamés, sans même avoir pris la peine que ces résultats passent par la trame de la consolidation. Il les a proclamés et il a pris sur lui-même la responsabilité d'invalider certains scrutins, dont celui de la France. Parce que simplement, il y a eu, je dirais, des troubles dans un bureau de vote. Il a pris sur lui la responsabilité d'invalider tout le scrutin en France. Et quand on analyse ces résultats, les résultats en France donnaient le président Laurent Gbagbo largement vainqueur. Ce fut le premier acte qu'il a posé. On l'a interpellé là-dessus, il s'est excusé et il a promis de ne plus répéter, de ne plus recommencer. Voilà. Nous avons travaillé au niveau de la commission centrale jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de blocage. Et malheureusement, on était en train de chercher les voies et moyens de faire avancer le processus quand, contre toute attente, à l'insu de tous les membres de la commission centrale, nous apprenons que M. Bamba Yacouba s'apprête à proclamer des résultats. Très bien. Je le dis, et nous sommes partis, ce que vous avez vu sur le plateau, la vidéo. Ouais, sur la vidéo, le monsieur Topa Veyi, celui qui parle, voilà, il est membre de la commission centrale. Et moi-même, nous avons été mandatés pour la circonstance par l'ensemble de la commission centrale à l'effet d'aller demander à M. Bamba Yacouba de venir rejoindre les camarades à la commission centrale pour que nous puissions vérifier, voilà, le travail qu'il a fait et qu'il s'apprêtait à proclamer. Malheureusement, il n'a pas voulu entendre raison. Et il est venu directement, sur voilà, ce que vous dites, proclamer. Voilà. Et quand on est venu l'interpeller, parce qu'au départ, on lui a dit que ces résultats n'étaient pas consolidés. Voilà. En voyant ses collègues, il aurait pu se rendre compte qu'il y a un problème.
Et puis quand même savoir que ce sont ses collègues qui sont là et qu'il était bien qu'on aille pour une vérification. C'est tout ce qu'on lui demandait. Très bien. Malheureusement, il n'a pas voulu nous suivre. Il ne sait pas ce qui est passé dans sa tête, mais il voulait absolument proclamer des résultats dont l'ensemble des commissaires ignoraient les tenants et les aboutissants. Très bien. Voilà. Très bien. Et comme on était habitué à ces passages en force, il fallait qu'on puisse mettre un terme à cette pratique-là. Alors, pour terminer, donc pour clore ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, à la vue de ces images, vous avez personnellement quelques regrets? On ferme la parenthèse. Alors, des regrets, je dirais, je n'ai pas de regrets. Voilà, je n'ai pas de regrets parce que ce que j'ai fait, il fallait que je le fasse en ce moment précis. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'il convient de dire, c'est qu'il faut faire en sorte que les causes qui ont engendré cet acte-là ne se répètent plus jamais. Très bien. Et ça donne la capacité donc d'ouvrir le débat sur votre actualité, surtout votre regard sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Je commencerai par vous, Pascal Sokir. Allez-y. Question ou commentaire? Oui, Damana Picasse, bonsoir. Je comprends bien, vous avez fermé cette parenthèse, mais comme la question qui va venir prend aussi appui sur cet événement qui a marqué le monde entier, vous le savez, ce sont des images qui ont fait le tour de toutes les chaînes de télévision et qui ne parlaient pas uniquement de vous, mais qui parlaient de la Côte d'Ivoire et de ce qu'elle était capable ou pas de faire pendant des élections. Et je comprends bien aussi qu'il aurait fallu que les conditions que vous évoquez, qui semblent tout à fait normales, logiques, soient réunies avant que ces résultats ne soient proclamés. Seulement, puisque vous parlez d'avoir un commentaire, on n'était pas obligé d'en arriver devant toute cette presse internationale. J'imagine qu'il y avait moyen même d'empêcher, pas par la violence, qu'on en arrive à cette proclamation qui paraissait tout à fait solennelle et puis qu'il y ait eu ce geste-là. Vous dites que vous ne le regrettez pas, nous en prenons acte aussi sur ce plateau, ça démontre aussi que vous n'avez pas varié depuis le temps. Et depuis 15 années sont passées, nous sommes en 2025, ça se produit en 2010. Nous remontons ces images parce qu'on a eu le temps de former une génération. Sur l'actualité et les défis actuels de la Côte d'Ivoire, justement, il y a, vous le sentez bien, une crispation politique qui est en train de naître. Et vous-même, vous en avez fait écho. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à même de dire aux Ivoiriens que quelles que soient les difficultés qui se présenteront, vous aurez recours à la loi et rien qu'à la loi en tant que PPACI? Là, je parle du parti politique. Très bien. Oui, mais enfin, c'est ce que nous nous disons tout le temps. Nous sommes des démocrates convaincus d'Allah. Voilà. Et je l'ai dit, c'est l'état des droits. L'état des droits, c'est un état où tous les citoyens sont soumis à la loi, à l'autorité de la loi. Mais au sein des citoyens, ceux même qui doivent donner le plus l'exemple, ce sont les responsables, ceux qui incarnent l'État, les garants de l'État. C'est eux qui doivent être les premiers à montrer l'exemple et à se soumettre à la loi. Malheureusement, cela n'est pas fait. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Sinon, en ce qui nous concerne, nous avons toujours eu recours à la loi. En ce moment précis, non. Vous n'avez pas recours à la loi à ce moment précis-là? Non, justement là, on n'est plus dans la loi. On n'était plus dans la loi. La loi était en train d'être bafouée. Et c'est justement ce que nous sommes venus démontrer. Que, attention, hier,
Tu as bafoué la loi. Aujourd'hui encore, tu es dans une situation de récidive. Lève-toi, camarade, chers collègues, pour que nous allions vérifier ce que nous avons fait. Parce que ça n'est pas en conformité avec la loi. Voilà. Malheureusement, il s'est entêté. Donc, on est sorti du champ de la loi. C'est pourquoi il dit, quand on ne respecte pas la loi, ça donne le champ libre à toutes sortes de dérives. Voilà. Donc, il fallait qu'on puisse le stopper d'une manière ou d'une autre, pour ne pas que la loi soit chose pour ne pas que... pour que tout le monde se rende compte que nul n'est au-dessus de la loi. Y compris l'opposition. Évidemment, évidemment. Marius, après, vous réagissez. Question. Alors, dans le cadre donc du respect de la loi, vous le disiez, et nous en sommes très heureux en tant que membre moi-même de la société civile, parce que effectivement, la loi, elle est l'instrument qui devrait naturellement caractériser le fonctionnement d'une république. Cela dit, vous n'ignorez pas non plus que le président Laurent Gbagbo a été frappé par justement une décision de justice au niveau national qui l'empêche donc d'être éligible en Côte d'Ivoire. À votre humble avis et avec toutes les démarches que vous avez entreprises, jusqu'à ce jour, son nom n'a pas été encore inscrit sur la liste électorale. Au cas où véritablement et à la fin du processus, du contentieux qui a cours en ce moment, si son nom n'est pas sur la liste, que ferez-vous? D'abord, vous parlez du président Laurent Gbagbo qui a été frappé par une décision de justice. Et vous avez longuement parlé du respect de la loi. Bien sûr. Je voulais vous prendre au mot. D'accord. Est-ce que dans le cadre du processus, de la procédure judiciaire, à la suite de laquelle le président Laurent Gbagbo a été condamné, est-ce que dans ce cadre, la loi a été respectée? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, qui n'a pas le droit d'être jugé devant une compétence et devant une juridiction ordinaire, ce qui a été le cas, est-ce que la loi a été respectée? Selon les juges, en tout cas, ils ont estimé avoir dit le droit. Non, malheureusement. Vous dites non. Non, parce que le président, c'est pas le président Laurent Gbagbo a un statut bien précis en Côte d'Ivoire. Voilà, il est ancien chef d'État et on ne le juge pas devant n'importe quelle instance. On le juge devant une instance spécialement constituée, la haute cour. Elle n'était pas encore en place, elle n'a pas été mise en place. Et on a envoyé Laurent Gbagbo devant une juridiction ordinaire. Si on respectait la loi, le juge devant lequel l'affaire a été déférée aurait dû se déclarer incompétent au regard de la loi.